Juste contextualiser cette dernière table ronde sur le thème de stigmatiser ou déstigmatiser. Avec tous les échanges qu'il y a eu aujourd'hui, on n'a pas attendu cette table ronde pour en parler. Il y a déjà eu pas mal de choses qui ont pu être injectées. Donc là, ça va être l'occasion d'approfondir cette thématique qui est évidemment essentielle dans ce qui nous occupe aujourd'hui et dans cette perspective de sortir, mais ça, Aude vous l'expliquera mieux que moi, du performatif pour aller vers le transformatif. Bienvenue Floriane. Alors, comme vous l'avez compris, on va commencer par présenter un peu toutes les personnes qui sont présentes. Donc on va commencer avec toi, Aude, même si a priori tu es connue aujourd'hui. Je vais quand même rapidement recontextualiser. Donc tu es psychologue de formation, tu diriges Psycom depuis 2003. Forte d'une expérience en épidémiologie psychiatrique à l'OMS, puis de la création de la première maison des usagers en psychiatrie, tu œuvres depuis plus de 25 ans pour faire évoluer les idées reçues, la peur et le tabou autour de la santé mentale. Tu as récemment témoigné dans ton engagement dans un TEDx intitulé « Santé mentale, plus on en parle, moins on en a peur ». Marie Deboulet, vous êtes père aidante famille dans un service de psychiatrie à l'hôpital Esquirol. Vous vous êtes orientée vers cette activité par, je vous cite, porosité avec votre parcours personnel d'accompagnante d'un proche souffrant de troubles psychiques, autant que par engagement citoyen. Vous utilisez votre vécu pour soutenir les membres de l'entourage d'un proche en période de crise, les informer sur les troubles et collaborer avec l'équipe à la prise en charge holistique du patient. Bienvenue. À vos côtés, Nicolas Montanard. Donc, tu offres une voix authentique et engagée sur les mécanismes de stigmatisation et d'auto-stigmatisation en tant que père aidant au sein de l'association Espère Pro à Marseille. Ton action est un témoignage vivant sur le rétablissement et l'accompagnement entre pairs, invitant à repenser la place de chacun. Ton indignation vis-à-vis des mécanismes de stigmatisation est devenue un outil d'accompagnement au quotidien. À côté de toi, Déborah Seban. Déborah Seban, tu es psychiatre, tu diriges le centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, le CCOMS, et également le pôle psychiatrie 59 G21 au groupe hospitalier Psy Nord-Pas-de-Calais. Et aussi, tu es cofondatrice avec Marine Lardinois de l'AJPJA, dont on a déjà parlé sur la table ronde ce matin, donc l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues. Dans ta pratique, tu promeus une psychiatrie innovante, ouverte au mouvement du rétablissement, à la participation des usagers, au respect des droits humains, en bref, en tout point fidèle aux recommandations de l'OMS. Et enfin, Floriane Todorov, donc tu es chargée de communication et de projet au Centre ressources de réhabilitation psychosociale du Centre hospitalier du Vinatier à Lyon. Tu coordonnes notamment le dispositif ZEST, qui est donc zone d'expression contre la stigmatisation, qui lutte contre les préjugés liés aux troubles psychiques à travers des actions comme les bibliothèques vivantes et le web documentaire Relions-nous. Alors on va commencer directement avec toi, Aude. Donc, en 25 ans d'action contre la stigmatisation, quel constat fais-tu? Quel tabou persiste encore autour de la santé mentale? Et pourquoi, à ton avis? Et pourquoi c'est si compliqué de changer les stéréotypes? Alors, on en a parlé ce matin. C'est vrai que les choses ont beaucoup évolué ces dernières années. Mais pourquoi c'est difficile de changer? Parce que la stigmatisation, par rapport à tous les sujets de santé mentale, en fait, elle s'ancre dans nos imaginaires collectifs autour de la représentation de la folie et de la peur de la folie. Donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué à changer, parce que c'est un imaginaire collectif qui vient de loin, qui est très ancré, qui est présent dans toutes nos représentations sociales, notre culture, dans la pop culture, etc., qui est très partagé. C'est l'archétype du fou dangereux, de la folle en colère qui persiste, malgré la médicalisation de la folie qu'on a connue ces dernières années. Donc la médicalisation de la folie n'a pas suffi à réduire les stéréotypes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les représentations sociales, elles ont une fonction cognitive et sociale.
elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. C'est ce qui nous permet de comprendre le monde, c'est ce qui nous permet de partager une réalité commune. Et de penser le monde, c'est ce qui nous permet de construire notre identité aussi. Donc ça veut dire, si on s'attaque à changer les représentations, ça veut dire changer des mécanismes cognitifs chez chacun et chacune, déconstruire des manières de penser, en reconstruire d'autres, et peut-être se mettre aussi en opposition par rapport à nos groupes de référence. On le voit dans ce domaine-là de la psychophobie, mais comme on peut le voir dans le domaine du sexisme, du racisme, etc., à partir du moment où on se dit qu'on veut changer, c'est tout un processus qui prend du temps. Alors, c'est vrai que ça fait 25 ans qu'il y a des études qui sont mises en place pour essayer d'attaquer ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, dans les 50 dernières années, un changement des modalités de soins psychiatriques. On est passé de soins uniquement à l'hôpital, derrière les murs, à l'hôpital psychiatrique, versus une intégration des personnes dans leur communauté, dans la société. Donc, du coup, la folie, on va dire, est devenue plus visible. Et donc, c'est posé la question de comment on fait pour que les personnes qui ont droit d'être des citoyens et des citoyennes qui vivent au milieu de leurs pairs ne soient pas victimes, ne subissent pas cette stigmatisation. Donc, on a commencé à avoir ces campagnes dans les pays anglo-saxons pour expliquer la stigmatisation, les troubles psychiques, etc. Et donc, on a 25 ans de recul sur l'évaluation de l'impact de ces actions-là. Et ce qu'on sait, c'est que les programmes en tant que tels, c'est-à-dire grandes campagnes médiatiques, etc., ont peu d'impact sur les croyances, sur les attitudes et sur les comportements. C'est difficile à changer. Ou quand elles ont un impact, c'est assez peu durable. On reviendra sur certains types d'actions tout à l'heure. Et qu'au final, c'est les interventions fondées sur le contact social, la diminution du contact social, la rencontre avec l'autre qui sont le plus efficaces. Et l'accent, plutôt que d'essayer de changer les représentations où ça prend du temps, ça demande, c'est sur le temps long, que peut-être qu'il faut réfléchir à comment agir sur les conséquences, en fait, des stigmatisations qui sont les discriminations. Donc, c'est-à-dire promouvoir plutôt une approche structurelle, institutionnelle, pour rééquilibrer un peu les rapports de pouvoir dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça prend du temps, parce que les représentations sociales, souvent négatives, elles sont partagées par toute la société. Donc c'est vraiment des itérations, et on sent que ça commence à bouger, en tout cas en France, et avec ce qui se passe au niveau de la grande cause. Mais tout le monde est concerné, y compris les professionnels de la psychiatrie. Et on sait qu'on l'a évoqué ce matin, les pratiques psychiatriques sont parmi les premières sources de stigmatisation vécues par les usagers et les proches. Donc ça, c'est quand même un tabou qui commence à se lever. Et puis que les représentations, elles sont partagées aussi par les personnes concernées. Et c'est un peu ce qu'on appelle l'auto-stigmatisation. Ok, merci pour ce premier élément de contextuel aussi et ce constat. Peut-être que, Nicolas, on peut aller un peu plus sur l'expérientiel avec ce que tu peux nous raconter de ton parcours de père aidant, de comment tu as été, toi, affecté par la stigmatisation. Si tu peux nous donner des exemples concrets autour de ça. Alors, je ne sais pas par où commencer. Déjà, je vais parler en mon nom, qu'en mon nom. Peut-être que je vais faire quelques témoignages, mais principalement en mon nom, parce que je n'ai pas envie de représenter des personnes qui sont dans la salle sans que je les ai consultées d'abord. Voilà. Donc là, j'ai 43 ans depuis la semaine dernière. Jusqu'à l'âge de mes 30 ans, ça allait à peu près. Bon, j'avais eu des soucis à l'école, mais ça allait à peu près. Et j'ai eu un burn-out suite à harcèlement moral. J'ai eu une agression. Je me suis retrouvé à l'hôpital Valvert, j'habite à Marseille, lors d'une hospitalisation sans consentement, suite à une décompensation. Je n'avais pas fait mes directives anticipées, je ne savais même pas que ça existait. Et il s'avère que donc, depuis à peu près 2011-2012, donc ça fait déjà 13 ans, non, je ne suis pas bon au calcul mental, mais j'ai tendance à assez violemment subir... comment dire ça, la stigmatisation. Donc ça peut être les normaux par rapport aux pas normaux, ça peut être m'indiquer que je parle trop, que j'en fais trop, que je suis trop ci, trop ça, marginal, inconvenant, je sais pas, sûrement aliéné aussi, je sais pas, mais enfin, là il n'y a plus de texte, là, j'arrive plus à lire. Ça vient comme ça.
Et donc, je vis avec le trouble bipolaire, donc, que j'appelle mon yo-yo. Je vis avec, hein, je ne suis pas ma maladie, hein, je suis une personne, je ne suis pas un sous-citoyen non plus, donc je vis avec cette pathologie de l'anxiété, donc des ruminations anxieuses, je subis la solitude, je subis la quête de sens comme beaucoup de gens dans cette société absurde, absurdistan. Où je vais aller là? Tu nous partages une expérience, non, mais c'est une juste traduction de ces expériences. Il n'y a pas trop de frise chronologique dans ce que je veux dire, mais en gros, j'ai subi, je subis encore des rejets. Il y a des personnes qui se disent normales, mais bon, comme disait une personnage de la famille Adams, ce qui est normal pour l'araignée est le chaos pour la fourmi. Il y a des gens que je trouve assez bigots, il y a des gens qui parlent de santé mentale sans consulter. Voilà. Et Aude a parlé d'une notion d'auto-stigmatisation. Est-ce que ça, tu saurais peut-être le traduire par l'expérience aussi? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir, que tu saurais expliquer? Déjà, la stigmatisation, ça fait mal, ça abîme l'estime, ça sape le moral, nous somatisons, enfin je ne suis pas le seul à somatiser, je travaille dans une équipe mobile, donc, et j'ai des collègues qui peuvent faire des témoignages à ce sujet, donc j'ai des soucis psychiques, des soucis physiques, et il y a aussi le fait qu'à force d'entendre parler et d'être rejeté, le problème c'est qu'on peut devenir une sorte de monstre de foire, et on peut se dire que c'est vrai tout ça. Et donc, j'aime pas le terme honte d'habitude, mais tant pis. À force, ça entraîne une dévalorisation de soi. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien, moi, y arriver à m'en sortir, à mieux me rétablir en évitant d'être dans ce sorte de schmilblick. Mais j'y arrive pas. C'est un schmilblick négatif que je sais pas gérer, malgré psychothérapie, TCC, étayage par tout le monde en fait. J'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Ok. Donc quelque chose de parfaitement conscientisé, mais difficile à maîtriser dans son quotidien. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de partage qui posent un peu des définitions. Et on va continuer à explorer cette approche de définition avec Marie, si vous voulez bien, Marie de Boulay. Du côté des proches, selon votre expérience, quels effets la stigmatisation a-t-elle sur les familles dont un ou une proche est concernée par un trouble psychique? Comment est-ce que ça se manifeste de votre point de vue à vous? Alors, déjà, je vais m'engager dans un tunnel, donc il faudra me dire stop. Hein. Parce que je peux parler 2 heures. Malheureusement, non. Mais je vous dirai. Déjà, pour commencer, les causes de la stigmatisation et de l'autostigmatisation, autostigmatisation, il y en a une qu'on a évoquée, c'est évidemment les causes sociétales. Il y a aussi des causes familiales, c'est-à-dire l'entourage proche de la personne concernée et de ses proches, enfin les proches du proche. Il y a une stigmatisation qui est très forte, très présente. Exemple, pas ça dans la famille. Alors ça, c'est assez souvent employé aussi. Alors moi je dis, mais qu'est-ce que vous appelez ça? Ça c'est... Et en général, les gens, ça m'arrive, hein, que les gens me disent tout bas, soit le nom de la pathologie, soit l'hôpital, la psychiatrie, enfin, c'est tout bas. Donc l'entourage familial aussi peut dire mais en fait tu as mal élevé ton enfant, tu l'as mal cadré, voilà. Moi j'ai eu une expérience perso hyper douloureuse quand mon enfant était hospitalisé. J'ai un proche, mais de mon premier cercle, qui m'a appelé pour me dire mais enfin pourquoi tu l'as fait hospitaliser? On hospitalise quand on a une jambe cassée ou qu'on a un problème au rein. En gros, la phrase c'était t'es une mauvaise mère, quoi. Donc il y a ça aussi, voilà. Donc il y a énormément de stigmatisation sociétale qu'on a abordée, familiale.
ce qui conduit à une honte, un repli de la famille, donc dans un espace confiné qui est l'espace du domicile. Donc qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne deux choses. Quand on est confiné avec son proche à domicile, il n'y a plus de lien qui se fait avec l'extérieur, donc il y a un retard à demander de l'aide et un retard à la prise en soin, en fait. Donc voilà ce que ça peut entraîner. Ensuite, la stigmatisation, malheureusement, elle est genrée. Alors, selon ma propre expérience de père aidance familiale à l'hôpital, à savoir, j'accompagne 70% de femmes et 30% d'hommes. Essentiellement, donc il n'y a que 13% de couples, le reste sont des familles monoparentales. Et depuis, on a accompagné à peu près 400 familles avec ma collègue Pascale Machelot. Je pense qu'on a rencontré un ou deux pères en solo, le reste c'est des mères. Et là, pourquoi aussi? Parce qu'il y a une importance plus forte du père à dire les injonctions paternelles sont plus dans le sens de il faut que tu travailles, il faut que tu réussisses, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu aies des amis, il faut que tu sois un homme ou il faut que tu sois quelqu'un. Voilà. Tandis que la mère, elle est toujours dans l'injonction sacrificielle de en fait, tu dois être une bonne mère. Donc la mère, elle est prête à tout. Et ça aussi, c'est une forme de... ça engendre de la stigmatisation et du repli sur soi. Et on est vraiment dans l'intersectionnalité des causes, là, quand même. Tout à fait, j'allais le dire. Voilà. Merci pour cette ouverture. On voit bien qu'un individu est multiple, et là, en l'occurrence, multiple aussi en termes de victime d'une forme de discrimination. Ouais. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ouais. Je passe le micro. Eh ben, on vous le redonnera, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, on va continuer un peu dans cette exploration du constat qu'on fait aussi. Alors, Floriane, on va regarder ensemble une courte vidéo qui présente brièvement tes actions de lutte contre la stigmatisation et que tu nous commenteras du coup juste après. Donc, si on veut bien lancer la vidéo, c'est le moment. Super. Nous avons tous des représentations sur les troubles psychiques. Les représentations, c'est l'idée qu'on se fait des choses. Cela nous permet d'appréhender le monde qui nous entoure en dépit de sa complexité. Ces représentations sociales se basent sur ce que nous avons appris, ce que l'on nous a transmis, sur les discussions ou les rencontres que nous avons pu avoir, ou encore sur ce que l'on a vu, entendu ou lu dans les médias. Ces représentations façonnent notre perception des troubles psychiques et notre comportement à leur égard. Mais plus encore, elles ont un impact direct sur le vécu des personnes concernées. Mais ces représentations ne sont pas la réalité. Il y a ce qu'on imagine et la réalité des personnes concernées. Pour n'enfermer personne dans des catégories, se questionner sur nos représentations est essentiel. Nous sommes Zest, un dispositif de lutte contre la stigmatisation dont les actions ont pour but de changer le regard sur la santé mentale, de contribuer à briser les idées reçues. Toute l'année, nous organisons des bibliothèques vivantes, des rencontres durant lesquelles des personnes touchées par des problématiques de santé mentale, que nous appelons livres vivants, partagent un chapitre de leur vie face à du grand public que nous appelons lectrices et lecteurs, afin d'améliorer les représentations. Vous trouverez ici la version numérique d'une bibliothèque vivante. À travers ce web documentaire, vous pourrez consulter ces livres vivants et aller à la rencontre de leur réalité. Bienvenue à vous. Voici Relions-nous. Alors, quand tu as préparé cette table ronde, tu as pensé effectivement à diffuser cette petite vidéo qui explique assez concrètement ce que c'est qu'une bibliothèque vivante. Est-ce que peut-être tu peux revenir sur les principes qui sont portés, qui sont cherchés, en tout cas dans cette action-là, et puis peut-être nous partager quelques exemples de ce que tu as pu voir dans ces bibliothèques.
Il marche. Merci. Merci. Oui, du coup, j'espère que cette vidéo, elle éclaire un peu le concept de bibliothèque vivante, parce que c'est vrai que c'est en général assez long à expliquer. Mais le principe, c'est vraiment de créer la rencontre entre une personne qui vit avec une problématique de santé mentale et qui souhaite la partager, et une personne qui passe par là, puisqu'on va aller interpeller les personnes dans les lieux publics pour qu'ils puissent venir écouter un témoignage. Et du coup, une personne qui, a priori, je dis bien a priori, n'est pas concernée par des problématiques de santé mentale. Donc c'est vraiment cette rencontre qui est intéressante parce qu'elle s'appuie sur ce dont Aude parlait tout à l'heure, sur la stratégie de contact direct et sur la rencontre. Et effectivement, dans la littérature scientifique, il est prouvé que ce sont les stratégies les plus efficaces pour venir questionner les représentations et puis réduire la distance sociale. Donc la distance sociale, c'est la proximité souhaitée avec l'autre. Et ce qu'on voit dans la stigmatisation, effectivement, c'est qu'on a tendance à séparer les individus, à se dire, d'un côté, il y a eux, les personnes qui sont concernées par un trouble psychique, et de l'autre, il y a nous, les personnes qui ne le sont pas et ne le seront jamais. Et finalement, avec les actions comme les bibliothèques vivantes, dans les retours des lecteurs qu'on peut avoir à la fin de l'échange, souvent, ce qui ressort, c'est qu'il y a un phénomène d'identification qui se crée. Souvent, les lecteurs vont nous dire, ça fait écho à mon vécu, je me suis reconnue dans son témoignage, ça m'a parlé. Et du coup, ça, nous, on trouve que c'est déjà une belle victoire pour réduire cette distance sociale. Je ne sais pas si je parle maintenant des impacts aussi sur les livres et les lecteurs. Si tu as des exemples, effectivement, oui, ça peut être. C'est le moment de nous dire qu'est-ce que ça peut faire pour les personnes qui sont livres, comment est-ce qu'elles s'investissent, pourquoi elles vont aussi dans ce type d'action, et à l'inverse, le public qui le reçoit, qu'est-ce que tu as pu entendre qui t'a, toi, étonné? Ouais. On en a parlé un peu du coup avec les livres vivants. On avait 2 exemples en tête qui nous semblaient intéressants pour aborder la question de quel peut être l'impact sur les idées reçues, notamment autour de la parentalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de la parentalité ou de la non-parentalité possible des personnes qui vivent avec un trouble psychique. Et nous, on a beaucoup de livres vivants qui témoignent sur cette question. Et à la dernière bibliothèque vivante qu'on a pu faire à la médiathèque à Lyon 8e, on a un livre vivant, Jean-Michel, qui avait un témoignage sur la relation avec ses filles. Et du coup, une dame qui allait l'écouter, quand on lui a présenté le texte, elle a dit je ne savais pas qu'on pouvait avoir des troubles psychiques et avoir des enfants. Et puis à la fin de son témoignage, elle lui a dit vous avez bien fait d'avoir des enfants. Deuxième exemple, on avait fait une bibliothèque vivante Place Fourvière. Et là, pareil, on présente les différents livres, dont un sur l'autisme. Et il y a une dame qui nous dit ça m'intéresserait bien, mais comme elle est autiste, elle ne pourra pas me parler. Donc on lui a dit essayez, vous verrez. Du coup, je trouve que ça montre bien déjà comment, juste à ce niveau, ça peut juste venir mettre un visage sur une réalité qu'on imaginait, en fait, qui n'était pas la réalité d'ailleurs. Donc ça, voilà, c'est déjà un premier point. Le fait que ça fasse écho au vécu aussi. Et puis du côté des livres vivants, ce qui ressort, et pour ça je m'appuie sur un rapport d'évaluation sur les 3 dernières années de nos actions, c'est que ça a un impact sur l'autostigmatisation, le fait effectivement de se sentir acteur de la lutte contre la stigmatisation, le fait de se dire que sa parole elle est importante, elle est légitime, et ça a un impact aussi sur l'estime de soi. Et je crois que j'avais quelques citations des livres qui me semblent intéressantes. J'en ai 3. Le fait de prendre la parole, ça permet de prendre confiance en soi. On se rend compte qu'on a quelque chose à dire et qu'on est légitime à le partager. La bibliothèque vivante, c'est là où je peux faire tomber le masque et être pleinement moi-même. Merci beaucoup pour ces illustrations parce qu'on parle des représentations sociales. Là, tu nous donnes un aperçu de, en fait, ce qu'elles sont dans la plupart des esprits. Déborah, tu as la casquette du soin, aujourd'hui en tout cas particulièrement. Et est-ce que tu peux nous éclairer un peu du point de vue de la psychiatrie? Quel impact concret la stigmatisation tu constates sur le soin et sur l'accès aux droits aussi, évidemment? Oui. Tout d'abord, je voulais juste rappeler que l'OMS insiste beaucoup pour prioriser la lutte contre la stigmatisation et la reconnaître comme un déterminant majeur d'inégalité de santé. Donc effectivement, c'est une porte d'entrée très importante pour l'OMS et c'est énoncé depuis quasiment un demi-siècle.
Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a des impacts concrets sur l'accès aux soins, sur la qualité des soins et sur l'accès aux droits. Peut-être que ça vaut le coup de regarder un peu séparément concernant le soin et concernant les droits. Oui. Et peut-être pour chacun de regarder ce qui se passe à l'extérieur du système de santé, à l'extérieur du système de soins en réalité, et ce qui se passe dans le système de soins, parce que probablement que les mécanismes de stigmatisation sont présents aux deux endroits, mais qui sont en réalité, un peu différents. Sur la question du soin, alors ce sont des choses qui ont été dites ce matin, mais pour ce qui se passe à l'extérieur du système de soins, eh bien c'est tout ce qui vient entraver le fait qu'on y arrive à ce système de soins. Donc bien évidemment qu'il y a une stigmatisation qui agit comme une espèce de barrière invisible par crainte d'être étiqueté, par un sentiment de honte absolument majeur et qui entraîne un retard aux soins. Donc ça a été dit, c'est soit des personnes qui du coup ont beaucoup de retard pour accéder à des soins de qualité quand ils se présentent à eux, ou alors ça génère des circuits parallèles de recherche d'aide qui sont parfois qui font parfois pire que rien ou pire que mieux. Donc c'est une arrivée tardive dans le système. Il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est parfois des dizaines d'années qui se sont écoulées avant que les personnes puissent arriver par crainte de dire, de s'exposer, de se montrer. Voilà. Donc les conséquences sont assez importantes. Pour ce qui se passe à l'intérieur du système de santé, concernant les soins, on pourrait même distinguer deux choses. Il y a ce qui se passe parmi les professionnels de santé à l'extérieur du champ de la santé mentale, et ce qui se passe parmi les professionnels de santé, du coup, dans le système psychiatrique. À l'extérieur du système de soins de santé mentale, c'est une notion qui est bien connue. Ça a été rappelé par Coralie Gandré quand elle prend la parole pour l'IRDES. Elle rappelle la notion de diagnostic overshadowing, c'est ce fameux diagnostic éclipsant. Donc effectivement, dans le milieu du soin, il y a des impacts très directs où les professionnels de santé, en tout cas ceux qui ne sont pas issus du champ de la santé mentale, ceux qui n'exercent pas dans le champ de la psychiatrie, eh bien, ont un regard très péjoratif, très stigmatisant, qui vient faire prendre des retards absolument conséquents sur la santé physique, sur l'accès aux soins pour la santé physique, la santé somatique des personnes, parce que tout devient psychiatrique, tout est symptôme, toute plainte est réduite à des troubles de santé mentale qui du coup génèrent là aussi des retards dans la prise en charge physique des personnes, avec des espérances de vie qui sont diminuées de beaucoup d'années, entre 10 et 15 ans selon les études. Et à l'intérieur du système de la psychiatrie, parce qu'effectivement, on pourrait se dire que les professionnels de la santé mentale sont exempts de toute pratique ou tout comportement stigmatisant. Alors ça a été également dit ce matin, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'effectivement, les études montrent plutôt l'inverse. Les soignants sont un grand vecteur de stigmatisation. Et donc ça a un impact assez direct, qui est la limitation du développement des pratiques professionnelles orientées vers le soutien au rétablissement des personnes. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les professionnels sont issus, jusqu'à preuve du contraire, de la population générale. Donc ils arrivent avec leur représentation péjorative, négative, sans qu'il y ait eu aucun background de formation. En tout cas, ils n'ont pas fait l'acquisition durant leurs études de ce qui pourrait venir lutter contre les comportements stigmatisants. Et puis viennent se cumuler à ces représentations des biais cognitifs majeurs, parce que ce sont des professionnels qui exercent encore pour beaucoup dans les structures de soins, où ils rencontrent des populations qui, par définition, sont en crise, donc potentiellement vont moins bien. Et donc il y a aussi une projection positive ou de l'espoir qui est beaucoup plus difficile à faire pour les professionnels de santé mentale. Et ça a également été montré dans les études. StigmaPro a été cité ce matin. Mais il y a des comportements stigmatisants qui sont directement associés aux représentations péjoratives des soignants et qui ont été montrés dans cette étude. Sur la question des droits, eh bien, je pense qu'on peut faire un peu le même exercice. Il y a ce qui se passe à l'extérieur du système de soins et ce qui se passe à l'intérieur du système de soins. Pour ce qui se passe à l'extérieur du système de soins, eh bien là, c'est un cercle tout à fait vicieux. C'est ce que disait Aude, la question de la stigmatisation. C'est éminemment lié à la question des discriminations. Et donc, on sait combien la stigmatisation et la discrimination pèsent sur l'accès à l'emploi, l'accès au logement, la qualité des liens sociaux. On sait combien ça vient entraver la qualité de vie. Et ce qui est terrible et ce qui est bien documenté aussi, c'est que du coup, ça vient créer une aggravation des déterminants sociaux de santé. C'est exactement ce contre quoi on essaie de lutter. Et c'est exactement ce que la stigmatisation vient renforcer. Et c'est aussi pour ça, du coup, que l'OMS en fait une priorité absolument majeure. Et enfin, dans ce qui se passe à l'intérieur du système de soins pour l'accès aux droits, alors il y a quelque chose qui a été évoqué ce matin et qui est également très très important, c'est qu'il y a une forme de naturalisation des discriminations. C'est-à-dire que
les discriminations, elles sont acceptées par les professionnels du soin comme des évidences cliniques, des nécessités organisationnelles, des réalités professionnelles. Et donc, il y a une forme de banalisation dans les pratiques, au nom d'ailleurs souvent de la bienveillance, de la sécurité, de ce qui vient entraver les droits et entraver, parfois de manière aberrante, les libertés individuelles. Et ça, c'est une conséquence assez directe de la stigmatisation. On en reparlera sur un autre temps de questions, mais avec des rapports de savoir, des rapports de pouvoir, une forme de disqualification, ou alors le fait de rendre la personne à qui on s'adresse illégitime. Il y a encore ce poids très fort de la folie qu'évoquait Aude sur le fait que la personne ne soit pas capable de raison pour elle-même. Et donc ça, c'est en filigrane, il y a une accumulation de non-respect des droits et de non-respect des libertés, directement liée au regard très, très stigmatisant de l'ensemble des professionnels du soin de santé mentale. Merci pour ce partage de constats là encore, où on voit bien comment tout est intriqué et que c'est vrai que cette vision que les professionnels auraient une juste place, neutre, sans... Bon, on voit bien que c'est absolument impossible et qu'effectivement tout le monde est partie prenante d'une société et que ça se joue du coup dans tous les niveaux. Alors on va continuer un peu à explorer dans un deuxième temps les questions des limites. Donc Aude, en cette année, santé mentale, grande cause, on assiste à une véritable libération de la parole en France. Quel impact ça peut avoir sur les représentations sociales, à ton avis? Je ne sais pas. Merci, on va passer à une autre question. Ben, je pense que ça en a quand même. Enfin, on peut tous et toutes constater qu'il s'est passé quelque chose cette année. Le fait de déclarer l'année de 2025, l'année de la santé mentale, c'était vraiment un acte performatif pour le coup. Parce que tu nous expliques aussi. Oui, je vais vous expliquer après. Parce que ça a mis le projecteur sur cette thématique-là et c'est l'objet des labellisations comme ça, c'est-à-dire que de faire monter le sujet dans l'espace médiatique, dans l'espace sociétal. Donc on constate une augmentation de la prise de parole sur ces questions-là, je le disais en introduction, dans les familles, à la machine à café, dans les médias les plus mainstream. Ça a permis, grâce à la mobilisation du collectif Grande Cause, d'avoir une campagne aussi, je pense que vous l'avez toutes et tous vu, Osons parler santé mentale, osons écouter. Voilà, donc ça c'était aussi une nouveauté parce que ça n'avait jamais eu lieu à un tel impact. Donc plus on en parle, moins on a peur, moins on a honte. Ça permet aussi d'en parler, ça permet de sortir de ce que j'appelle l'analphabétisme, parce qu'on est encore quand même beaucoup en France analphabètes quand il s'agit de parler de nos émotions, de notre santé mentale, de nos souffrances, etc., par l'effet du tabou, de la peur, etc. Donc apprendre petit à petit à trouver les mots. Parler, c'est la première étape pour oser demander de l'aide aussi. Et puis, c'est la banalisation aussi du recours au soutien psy. Je pense qu'on a aussi un effet génération. On l'a vu avec la table ronde précédente, c'est-à-dire on a une génération santé mentale qui est en train d'émerger et qui est beaucoup plus à l'aise à parler de ces sujets-là et qui peut bien en apprendre aux adultes. Après, la prise de parole, il faut faire attention aux pièges parce qu'elle peut être aussi stigmatisante. Elle peut renforcer aussi les stéréotypes en fonction du discours qui est porté. Et quand on est juste dans l'émotion, quand on est dans un témoignage qui va loin dans le partage de l'intime, de la souffrance, ça peut générer de la peur, de la pitié et renforcer la séparation eux-nous qu'évoquait Floriane tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt le rejet que tu pouvais évoquer, Nicolas. Quand c'est spectaculaire, ça peut avoir des effets délétères en termes de messages, mais aussi pour les personnes qui témoignent, qui se retrouvent après à s'être dévoilées peut-être plus loin que ce qu'elles avaient imaginé dans un premier temps et se retrouver dans une mise en avant de leur intimité qui les gêne. Ça peut masquer aussi quand on concentre trop la prise de parole sur l'exemple individuel. Ça rejoint ce qu'on disait ce matin sur
l'expérience personnelle, ça peut masquer les effets structurels, les effets systémiques, en fait, aussi des problèmes. Et se dire, cette personne-là, oui, elle a eu une histoire terrible, mais c'est son histoire à elle. Et ça peut masquer le fait que cette personne, elle a été victime de traumatisme ou de racisme ou d'inégalité sociale ou de harcèlement au travail, etc. Il y a un autre piège aussi, je trouve, qui a été démontré d'ailleurs par les études, c'est de mettre en avant les seules explications neurobiologiques. C'est-à-dire de témoigner et de dire c'est une maladie comme les autres. Et c'est un argument qui a été beaucoup utilisé dans les campagnes de lutte contre la stigmatisation, de dire c'est une maladie comme les autres, c'est comme un rhume, etc. Ou un petit peu plus loin, de dire c'est un problème au niveau du cerveau, c'est un problème de neurones, c'est un problème de neurotransmetteurs, et il suffit de... Et en fait, des études ont montré que cette explication centrée sur le neurobiologique, ça réduit la personne à son cerveau, en fait, à un dysfonctionnement au niveau du cerveau pour lequel on n'a pas vraiment de solution. Et ça vient essentialiser aussi la personne, c'est-à-dire la réduire, pas seulement à son trouble, mais à son cerveau, quoi. Et faire fi de tout ce qu'elle est autre que son cerveau. Donc, certains discours un peu problématiques, réductionnistes. Et donc, dans ce type de discours qui se centre sur l'individu, c'est un peu le fil rouge de la journée, mais c'est d'ailleurs ça dépolitise complètement le sujet de la santé mentale, puisque ça devient le problème de l'individu. Il y a aussi des effets paradoxaux avec la prise de parole de personnalités connues. Et ça s'est beaucoup développé ces dernières années dans le milieu du sport, dans le milieu du showbiz, des artistes, etc. Et c'est très bien de profiter en fait de sa notoriété pour mettre le sujet sur le devant de la scène, mais ça peut aussi avoir des effets paradoxaux. Ça peut rassurer des gens et dire enfin j'ai plus honte, etc. Mais les effets paradoxaux, c'est de dire si lui ou si elle a tout pour être heureuse, une star, un sportif, etc., qui a de l'argent, qui a des coachs, qui a du soutien, qui a du succès, etc. Moi qui n'ai pas tout ça, j'ai aucune chance de m'en sortir, en fait. Ou aussi un peu dire oui, enfin ok, elle va mal, elle vient faire ouin-ouin, mais elle a les moyens de se soigner. Moi, je me retrouve dans ces troubles, mais j'ai pas du tout les mêmes moyens de me soigner, donc ça va un peu me casser le moral, quoi. Donc après, il y a l'exemple que tout le monde a en tête, puisqu'en plus France Inter a consacré un contre-colloque psychom, et c'est passé à France Inter toute la journée autour de la santé mentale et des troubles psy. Et puis, il va y avoir des annonces de solutions, hein, donc il faudra écouter ce soir. Mais Nicolas Demorand qui a eu le courage de sa place de témoigner il y a quelques mois de ça, en disant je suis malade mental, ça peut avoir des effets positifs, effectivement, et je pense que ça a eu des effets positifs pour avoir discuté avec des personnes de l'association Argos 2001, par exemple, où il y a eu vraiment une traînée de poudre de gens qui ont dit c'est super, parce que ça me permet de sortir de la honte, enfin quelqu'un qui... voilà, donc des effets, je peux en parler dans ma famille, j'osais pas, etc. Ça permet de l'identification, la compassion, l'empathie, mais les limites, c'est aussi la manière dont c'est fait. Et donc de dire « je suis malade mental », ça a pu être critiqué aussi. Alors après, chacun est libre d'utiliser les mots qu'il veut, mais c'était mettre en avant un terme qui est un peu désuet, malade mental, alors qu'on utilise d'autres mots. Et puis, est-ce que ça peut avoir un effet de renforcement du stigmate? Je pense que Nicolas, tu pourras mieux en parler que moi. Parce que je pense que dans la première intention, ce n'était pas le retournement du stigmate, qui peut être aussi utilisé comme dans la Mad Pride, par exemple. Mais là, c'était pas, il ne s'appropriait pas, en fait, le stigmate pour le mettre en avant comme une fierté. Il disait « je suis comme ça fonde mon identité ». Ok. Donc une prise de parole salvatrice, mais qui peut aussi, qui doit être aussi réfléchie, pensée, construite, et puis qui doit ouvrir aussi une pluralité d'interprétations. Ok. Alors
Nicolas, est-ce que quand je t'ai présenté, on dit de toi, enfin tu dis qu'effectivement cette stigmatisation est un outil pour aujourd'hui travailler, parce que c'est un peu une indignation qui t'anime. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça peut être un levier d'accompagnement dans ta posture à toi aujourd'hui, l'indignation face à cette stigmatisation? Comment tu la transformes? Alors, comment je la transforme? Ouais, je préfère cette question. Comment je transforme ça? Alors, il s'avère que j'ai quand même beaucoup de créativité. Donc, il n'y a pas que les mêmes. Il y a aussi le fait que j'ai failli être facilitateur d'outils d'intelligence collective à temps plein. Finalement, je suis médiateur de santé père aidant. Ça dépend, le dénominatif est à peu près pareil. Donc, je suis dans la créativité dans la vie de tous les jours. Je suis personne ressource dans l'unité mobile où je travaille, unité mobile d'alternative à l'hospitalisation qui utilise l'Open Dialogue et qui est dans les pratiques orientées rétablissement, donc qui se situe à Marseille, qui est lié à la PHM, s'appelle Ulysse. Je le fais aussi dans ma partie où, enfin, en fait, j'ai 2 temps plein, j'ai 2 mi-temps. Non, je peux pas avoir 2 temps plein, c'est impossible. Donc, j'ai 2 mi-temps. C'est pas légal. J'ai 2 mi-temps à Marseille, à Esperpro, l'endroit où mon employeur. Donc E de espoir, S de soutien, P de plaidoyer, E d'empowerment, désolé pour mon marseillais, et R de responsabilisation. Mon employeur me permet d'être mandaté, je dirais, dans l'unité mobile de jour et demi, où je rencontre à la fois, où je travaille en polyphonie avec plusieurs corporations différentes, des infirmiers en pratique avancée, internes en psychiatrie qui changent tous les 6 mois, des infirmières aussi, enfin voilà, non, je l'ai déjà dit ça, psychologues, travailleurs sociaux, donc voilà, on est une bonne vingtaine, et l'idée c'est de faire l'hôpital à la maison, d'être dans l'hôpital à la maison plutôt, et je suis dans ce que je n'ai pas connu, c'est-à-dire que moi je n'ai pas eu de père aidant pour m'aider à l'époque. Et j'ai connu l'hospitalisation sous contrainte, même si j'ai pas été attaché, heureusement. Ça c'est pas trop un soin, voilà, d'attacher les gens. Quand c'est contraint, c'est pas un soin en fait. Et l'idée c'est de partir des volontés des personnes, de partir de leur il faudrait qu'elles aient fait toutes leurs directives anticipées, mais c'est pas si simple en psychiatrie bien sûr, pas les autres. Mais c'est pas si simple parce qu'il y a le principe de réalité à ce sujet. Je sais pas où je vais. Il y a mon autre partie où je fais à la fois du mentorat de mes successeurs en quelque sorte, parce que j'ai commencé comme bénévole au bout de voilà, où j'accompagne des personnes davantage en quête de sens, parce que l'unité mobile de crise psychique c'est plus lié à la crise psychique, et alors que ce que je fais dans l'association au siège c'est plus en lien avec le besoin d'épanouissement. La crise est passée, où il n'y a pas de crise du tout, et en tout cas, c'est plus en lien avec le besoin d'épanouissement. Et il y a aussi tout ce qui est en lien avec le socioculturel. Donc, avec l'association, nous avons créé, suite au festival Relève qui a eu l'année dernière, où Psychom était là, une communauté Relève Marseille locale autour du socioculturel. Mais il y a aussi, dans mon temps de loisir, la possibilité d'intervenir dans des groupes d'entraide mutuelle, d'aller. Je suis passé aussi à une époque par le COFOR établissement, qui est un recovery college, et aussi de faire de la randonnée, pas en ce moment parce que j'ai le pied cassé, mais avec le projet En passant par Ecalanque, qui est de l'intervention psychosociale par un naturel aventure. Franchement, je préfère que ce soit répliqué de partout, ça c'est vraiment génial, c'est overcool, vraiment, c'est la bombe. Pardon, désolé. Non, mais voilà, c'est vraiment pas mal. J'adore ce projet, il me transcende. Et l'idée, c'est d'être nature-peinture dans la nature à plusieurs. Des personnes qui ont un trouble psy, qui n'ont pas de trouble psy, qui subissent la précarité, le béton, le bitume, une maladie chronique, qui ont failli faire la prison, qui ont fait la prison. En fait, l'idée, c'est de vivre le centre aéré, en fait. Voilà, vivre vraiment le centre aéré et de décloisonner. Voilà. Au moins là, il n'y a pas de sigle, voilà. Il n'y a pas de jargon, il n'y a pas c'est pas médico-centré, voilà.
Ok, merci, tu as très bien illustré. En fait, finalement, en quoi ces effets de stigmatisation sont un moteur dans ton action, sont un moteur dans ce que tu fais. Moi, ce que j'ai entendu, c'est cette idée, j'essaye d'apporter ce que moi, je n'ai pas eu déjà, et la force du collectif, et la force aussi de pouvoir sortir, décloisonner, mélanger, mixer, partager. Ouais, mais je vais me permettre un petit peu, vraiment un petit peu, je ne vais pas monter sur la table, ne vous inquiétez pas. C'est juste que, en fait, j'utilise aussi le fait que j'ai une sorte de médiatisation pour porter des voix ou pour partager des voix d'autres personnes, pas que de moi. Et également, j'ai un blog. Et oui, c'est comme si j'étais devenu bilingue, mais je crois que tous les pères aidants sont bilingues en problèmes administratifs, en troubles psy, en difficultés kafkaïennes, en parcours impossible. Voilà. On sort de l'analphabétisme, donc. Voilà, c'est ça. Avec même plusieurs langues. Voilà. Mais bon, le problème, c'est d'être un petit soldat et de manquer de reliance entre nous, en fait, entre les personnes qui sont là pour les pratiques avancées. C'est dur dans une société, mais peut-être ça sera pour le troisièmement, ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Nicolas. Marie, du point de vue des familles, qu'est-ce que vous pouvez nous partager ? Qu'est-ce qui peut être proposé aux familles ? Comment on peut mieux les soutenir pour dépasser ces questions de stigmatisation et d'auto-stigmatisation que vous nous avez très bien décrites tout à l'heure ? Alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? On peut leur proposer de la pérédance, par exemple. Ouais. Alors, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que... Enfin, on n'a pas remarqué, c'est une réalité. 73% des familles qui arrivent dans notre bureau n'ont jamais demandé de l'aide auparavant. Voilà. Alors après, on a des chiffres plus détaillés en fonction de 0 à 5 ans, 5 à 10 ans ou plus de 10 ans de troubles psychiques dans la famille. Mais voilà, le chiffre global, c'est quand même 73% qui n'ont jamais demandé d'aide. Donc il y a une déperdition incroyable. Et le fait, la famille, elle ne va pas vers... parce qu'elle est épuisée, parce qu'elle est tellement centrée sur son proche qui ne va pas bien qu'elle est décentrée d'elle-même. Et aussi parce qu'elle pense aussi pouvoir... et ça part... C'est très positif ce que je dis. Être la seule à pouvoir gérer la situation et pouvoir prendre soin de son proche. Donc, en fait, elle garde le contrôle. Donc, tout ça fait que la famille ne va pas vers de l'aide. Et puis aussi, ça, on remonte à mon premier... Voilà, elle se replie parce qu'elle a peur, elle a honte et voilà, du regard des autres. Et puis, je reviens à un truc, une maman, ça m'est revenu là. Il y a une maman qui n'ose plus, par exemple, que j'accompagne, qui n'ose plus sortir avec sa fille. Parce que comme sa fille prend des médicaments qui lui donne une élocution compliquée, elle n'ose plus parce que en fait tout le monde les regarde. Voilà. Donc je reviens à comment on peut aider la famille. Donc la famille, elle ne vient vers personne puisque 72% ne viennent pas. Donc il faut aller vers elle. C'est l'aller vers qui marche. Et l'aller vers, c'est être... l'aller vers, c'est l'institution parce que je vois pas où ailleurs on peut aller vers. Les associations, c'est compliqué pour elles d'aller vers les familles. Alors que s'il y a une ressource à l'intérieur de l'institution, on peut aller chercher la famille par les pieds là et lui dire venez dans notre bureau, on va vous aider. Et là, ça marche. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? On peut leur proposer aussi du soutien, une écoute et surtout la magie de la pérédance qui est la connexion émotionnelle immédiate. Moi, je tutoie les familles parce que ça m'apporte beaucoup de tutoyer parce qu'on est vraiment, on est à égalité, quoi. On est vraiment dans le même bateau. Et aussi, ça permet à la famille de parler de façon très libre et de pouvoir exprimer ses émotions, que ce soit de la colère, du rejet, de l'amour, de la honte, etc., à qui on peut le dire.
On peut pas le dire au psychiatre, c'est pas possible. On peut pas le dire à son proche, donc à qui on va le dire? Et ça, faire part de ses émotions, pour moi, c'est une clé aussi. Alors, par ailleurs, je fais partie de l'unité fonctionnelle Open Dialogue de mon pôle, et du coup, la libération des émotions et de la parole, c'est vraiment pour moi une évidence en fait. Et voilà. Et la connexion émotionnelle, c'est quelque chose de magnifique pour sortir de cette stigmatisation aussi. Voilà. Merci beaucoup. J'entends aussi un peu une notion de safe space qui sont proposées par cette connivence, cette interconnaissance. Ok. Et cette les Québécois disent une relation authentique et égalitaire. J'adore. Merci beaucoup, Marie. Déborah, on va revenir sur toi, on va revenir sur les changements que tu as déjà posé des jalons, mais au niveau structurel, du coup, par rapport à la psychiatrie, qu'est-ce qui te semble être un plan d'action de lutte contre la stigmatisation qui amène vraiment vers une approche transformatrice? Alors, plan d'action. Plan d'action, carrément. Alors, d'ici l'écriture du plan d'action, il y a probablement deux points qui me semblent absolument majeurs. Le premier, et ça répond effectivement à une demande de l'OMS qu'elle priorise depuis des années, c'est que la psychiatrie soit fondée sur le respect des droits humains et la participation active des usagers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut réinscrire. Après, il s'agit aussi je pense, que la psychiatrie remette un peu de sens dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle propose. En réalité, juste devenir sensé, redevenir sensé, si elle l'a été un jour, en tout cas se promettre de le devenir un jour. Et donc inscrire la psychiatrie dans une logique de droit, de rétablissement, d'inclusion et de citoyenneté. Peut-être que là, on aurait une lutte contre la stigmatisation qui deviendrait un véritable levier de transformation pour l'ensemble du système de santé et pour la société. Et pour ce faire, je pense qu'il y a une priorité majeure, c'est qu'il faut se défaire des pratiques coercitives. Je pense qu'on ne peut pas porter, en tout cas en tant que professionnel du champ de la santé mentale, on ne peut pas porter la volonté de lutter activement contre la stigmatisation et les discriminations en continuant de proposer des soins qui véhiculent la stigmatisation et donc les discriminations. C'est pas sérieux. Vraiment, donc il y a un paradoxe absolument majeur contre lequel il faut lutter. Ça bouge énormément. Maëva Musso le redisait ce matin. Il y a eu plusieurs tribunes qui se sont exprimées. L'UNAFAM s'est exprimée. L'Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues s'est exprimée également. L'exercice n'est pas forcément simple, c'est pas ça, mais par contre, il faut prioriser et puis il faut se donner les moyens du coup de faire différemment et donc de développer massivement les alternatives. Les alternatives existent, Marie vient d'en parler. Donc il s'agit de se déployer vers l'extérieur, de déployer les équipes mobiles, l'aller vers, ça a été redit, d'accueillir dans des lieux qui sont non stigmatisants, qui sont accueillants, de développer les nouveaux métiers. Donc tout ça, il s'agit de changements structurels qui concernent en réalité la réorganisation des pratiques. Tout ça n'est pas intuitif. Alors, c'est quand même intuitif parce que ça fait sens, mais ça a été montré quand même par les études. Donc, je recite Stigma Pro, qui, je le rappelle, est une étude qui s'attache à essayer de comprendre quels peuvent être les facteurs associés aux pratiques stigmatisantes parmi les professionnels du soin. Il y a moins de stigmatisation quand les pratiques sont orientées vers le soutien au rétablissement des personnes. On le sait. Donc, voilà. Donc, là, il ne nous reste plus, je pense que le temps qui nous sépare de la décision consiste à prendre le temps de savoir comment on va faire pour accompagner correctement et quel est le temps de la transformation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut une psychiatrie décloisonnée. Et Marie le disait aussi, c'est une psychiatrie ouverte sur la ville, ouverte sur ses partenaires. Ça a été porté aussi par de nombreux acteurs depuis de nombreuses années, une psychiatrie qui est intégrée dans son système de santé et donc dans les territoires. Et donc ça revient à recréer de la transversalité, recréer de la coordination. Une fois encore, on ne peut pas, de la même manière qu'on a des pratiques de soins qui sont stigmatisantes, on ne peut pas assumer sereinement de travailler dans des lieux clos, donc qui donneraient à voir qu'on prend en charge, on accompagne des personnes qui sont en réalité à
à cacher. Enfin, on réitère tu parlais, Aude, de l'imaginaire collectif, du rapport qu'on a à la folie. On continue de soigner dans des lieux qui ont les portes fermées, des gens qu'on ne peut pas voir, les familles ne peuvent pas entrer en contact avec les professionnels du soin, c'est aberrant. Donc on ne peut pas, à un moment donné, ça devient foncièrement gênant, on ne peut pas continuer d'avoir des pratiques à ce point stigmatisantes tout en essayant de lutter contre la stigmatisation. Donc ça, c'est un point qui est absolument majeur. Et donc dans les deux cas, que l'on parle du décloisonnement de la psychiatrie ou que l'on parle de revenir à une psychiatrie censée fondée sur les droits humains et la participation des personnes, et bien structurellement, ça nécessite de faire évoluer les formations. C'est absolument nécessaire de développer des contenus de formation en formation continue, parce que sinon ça voudrait dire qu'on s'arrête de travailler. Mais je pense qu'on continue de perdre énormément de temps. Je dis à chaque fois, on en parle avec beaucoup de collègues, tant qu'on n'agit pas en formation initiale, on continuera de courir pendant des décennies encore. Alors, la formation continue peut changer des choses, hein, mais à un moment donné, il faut revenir à la façon dont les professionnels arrivent avec les représentations dès les premières prises de poste, et quels que soient les corps de métier. On pourrait imaginer des cours de résistance à la stigmatisation, parce qu'en réalité, le processus, il est proactif pour lutter... avoir des pratiques, parce qu'on ne parle pas du fait d'être stigmatisant, on parle du fait d'avoir des comportements et des attitudes stigmatisantes. Mais on est happé vers l'attitude stigmatisante. Les collectifs, même parmi les professionnels de santé, dans son environnement de travail, on est aspiré dans les pratiques stigmatisantes. C'est très dur. Mais je pense que voilà, dès la formation initiale, il faut commencer. On les a, toutes ces données-là, on le sait. Donc il faut prioriser cette abolition des pratiques coercitives qui génèrent le résultat qu'on essaye d'éviter, et puis qu'on agisse de manière tout à fait prioritaire en formation initiale, notamment sur des cours typiquement comme ceux-là, qui aujourd'hui n'apparaissent absolument pas. Pourtant, il y a eu des études qui ont été montrées sur la façon dont on peut modifier les comportements des étudiants quand ils reçoivent des cours relatifs à la stigmatisation, à la façon de lutter de manière active contre la stigmatisation. Donc c'est des pistes qui, à mon avis, devraient être priorisées dans un temps court. Ok. Merci beaucoup, Déborah. Effectivement, on n'est pas loin du plan d'action. Merci. Floriane, on va terminer ce tour des questions des limites. Qu'est-ce que tu constates, toi, en termes de limites des actions de sensibilisation que tu as pu mener? Est-ce que tu aurais des difficultés à nous partager ou des effets que tu as pu observer et qui te semblent intéressants à partager pour... Merci. Sur les limites, il y en a une première pour moi qui est relative à l'investissement, en tout cas des professionnels dans ce type de dispositif. De deux façons. Nous, en tout cas, à Zest, par exemple, moi, je co-coordonne le dispositif, mais je suis aussi une participante. Donc, je vais témoigner en tant que livre vivant. Je vais aussi me dévoiler autour de mon vécu en lien avec les problématiques de santé mentale. Ça, on trouve que c'est quelque chose qui est assez chouette parce que ça fait aussi tomber les barrières finalement entre professionnels, proches, usagers, sachant qu'on peut avoir aussi les trois casquettes à la fois. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît important, mais qui peut être difficile à mobiliser pour les personnes des structures de soins. Et c'est OK aussi parce que le dévoilement, il faut qu'il soit choisi, etc. Mais en tout cas, nous, on tient à ce que ça puisse être plus développé, mais voilà, quand les personnes se sentiront prêtes. La deuxième problématique en lien avec l'implication des professionnels, c'est que souvent, les structures de soins ou d'accompagnement, elles ne veulent pas forcément mettre à disposition les professionnels de santé pour s'investir ou animer ce type de dispositif parce que ce n'est pas comptabilisé comme un acte de soin ou d'accompagnement. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de professionnels qui galèrent à s'investir alors qu'ils ont la volonté. Donc ça, pour moi, c'est une problématique. Ça rejoint aussi la problématique globale de financement. Au final... les actions de prévention, elles prennent du temps, elles prennent de la mobilisation. Et voilà, il y a un manque de financement, en tout cas pour soutenir ces actions à tous les niveaux. C'est aussi des actions qui nécessitent une forte mobilisation. Là, on a fait la première quinzaine des bibliothèques vivantes au mois de juin, dans 10 villes de France. Et en fait, on voit que par rapport au nombre de personnes qui se sont mobilisées, au nombre de personnes qui ont été touchées directement par les témoignages, il y a peu de personnes qui ont été touchées. Mais en fait, on considère qu'elles ont été touchées bien, puisqu'au final, ces personnes, elles ont bénéficié quand même d'un échange privilégié. Ensuite, on se rend compte qu'elles en parlent à leurs proches, donc ça fait un peu un effet boule de neige. Et donc, pour les données de la dernière quinzaine, on a eu 330 personnes qui ont bénéficié d'un témoignage pour 40 bibliothécaires investis, c'est ceux qui font le cadre et l'organisation, et 59 livres vivants.
Donc en termes de ratio, voilà, ça fait beaucoup de personnes investies. Mais finalement, pour moi, c'est quand même un résultat qu'il y ait eu autant de personnes qui soient mobilisées sur tout le territoire. Ça veut dire qu'il y a quand même 59 personnes qui ont écrit leur témoignage, qui l'ont partagé et qui ont travaillé sur quel message ils avaient envie de transmettre pour lutter contre la stigmatisation. Ça permet aussi de créer des collectifs d'action finalement qui commencent à s'investir dans la lutte contre la stigmatisation sur tout le territoire. Et c'est aussi comme ça qu'on a commencé à Zest. À la base, c'était juste pour mettre en place une bibliothèque vivante. Puis aujourd'hui, on a un collectif important. Il y a beaucoup de personnes qui s'investissent et on a plein d'actions qui nous mobilisent et qui nous font un peu rêver. Donc voilà, ça pour moi, c'est les limites. Et je ne sais plus, je crois que j'avais une autre limite, mais peut-être que ce qui me semblait juste intéressant à rajouter, c'était pareil, c'était des citations. Ah oui, et non, l'autre limite, c'est qu'effectivement, les structures ont du mal à mettre à disposition du personnel. La bibliothèque vivante, c'est pas thérapeutique, et on tient à ce que ça le reste pas, enfin que ça le soit pas, puisque l'idée, on ne peut pas prescrire une bibliothèque vivante ou de participer à un atelier. Néanmoins, dans les faits, on voit que ça a un impact majeur quand même sur l'autostigmatisation, etc., sur l'estime de soi. Si je prends des exemples au sein de Zest, ou je peux même prendre mon exemple personnel, depuis que je participe, je suis beaucoup plus à l'aise pour parler de ma santé mentale en dehors, donc ça a des effets à l'extérieur, et être à l'écoute de la santé mentale des autres, ce qui était complètement tabou pour moi avant. Et pareil pour les livres vivants, si je peux dire juste 3 citations. En luttant contre la stigmatisation, on se rappelle tous les jours que le trouble ne nous définit pas. Tu prends confiance en toi au fur et à mesure des témoignages et des contacts avec les gens que tu rencontres. C'est une expérience qui transforme. Ok. Merci. Oui, Nicolas. Oui, c'était juste pour 2 réactions. C'est pour dire que les soignants avec qui je travaille, des fois, peuvent se sentir dans le centre de syndrome de Stockholm et donc être stigmatisant sans forcément s'en rendre compte. Moi aussi, hein, ça va, je ne vais pas dire le contraire, ça m'est déjà arrivé. Et donc, ils ont besoin aussi de soutien et de moyens. Donc, moi, je sais qu'il existe des activités comme Guérir en mer, Guérir en montagne qui existent à ce sujet. Voilà. Et concernant les bibliothèques vivantes, il y a des ordonnances, enfin non, pas concernant les bibliothèques vivantes, mais pour faire un parallèle, il y a des ordonnances de prescription pour aller dans la nature qui existent parce qu'il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à y aller, en fait. D'accord. Ok, donc effectivement, on voit, il y a aussi, vous l'avez tous dit, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est des petits pas, mais c'est des petits pas aussi qui, quand ils sont qualitatifs, font peut-être boule de neige et transforment petit à petit les choses. Alors on va aller encore un peu plus loin dans les perspectives, Aude. Donc là, je vous demanderai aussi d'essayer chacun de condenser un peu vos propos sur cette approche perspective. Donc, est-ce qu'il y a des initiatives citoyennes, politiques, qui te semblent absolument prioritaires pour réduire durablement la stigmatisation ? Une baguette magique. Ce serait bien. En fait, je pense que c'est la lutte contre la stigmatisation, le changement des représentations sociales. On voit que c'est un processus complexe et qui prend du temps. Il y a des choses qu'on peut faire et puis il y a des choses qui viennent de l'évolution naturelle de la société. Moi, ce que j'ai repéré un peu, c'est différentes étapes. C'est-à-dire qu'il y a une étape où on est dans le déclaratif, une étape où on est dans l'illusion du performatif, on est dans le performatif ou on est dans le transformatif. Donc voilà, ça fait beaucoup de mots, mais je vais essayer de donner des exemples pour expliquer ça. Je pense que pendant longtemps, on a été dans l'illusion du performatif. Oui, c'est ça, dans l'illusion du performatif, en disant oui, il faut déstigmatiser, déstigmatisons, changer le regard, etc. Et ça, on est dans l'illusion de croire que du seul fait de dire il faut déstigmatiser, on déstigmatise. Comme si c'était une prophétie autoréalisatrice. Et on se contente de dire oui, il faut déstigmatiser. Et ça ne va pas plus loin, en fait. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'illusion du performatif. Et on continue à entendre ce genre de discours, hein, c'est pas, voilà. Mais ça n'engage pas, en fait. Après, quand on est dans le performatif, dans la lutte contre la stigmatisation, c'est le pouvoir des mots, des engagements publics, des gestes institutionnels ou relationnels. Par exemple,
on a vu qu'on parle moins on parlait de malade mental, par exemple. C'est plus un terme qui est tellement à la mode, en fait, et on est passé à usager des services de psychiatrie avec la loi de 2002 à personnes concernées par des troubles psychiques. Le vocabulaire, les mots, ils aident à transformer en fait les représentations sociales. Parce que c'est pas pareil de dire un malade ou un aliéné, comme on disait avant, et une personne concernée, où là, la personne, elle est plus inscrite dans la citoyenneté et comme actrice de son parcours. Association, enfin, quand on dit « nous sommes des experts de l'expérience », c'est pas du tout pareil que de dire « je suis malade ». Voilà. Et ça aussi, ça transforme la réalité et la perception qu'on peut avoir des gens. Ou l'OMS qui dit la santé mentale, c'est l'affaire de tous. On peut se dire oui, ok, d'accord, voilà, c'est encore une phrase et tout. Oui, mais c'est l'OMS qui le dit. Et donc, ça veut dire l'OMS nous dit c'est pas seulement l'affaire du soin. C'est-à-dire que la santé mentale, ça doit être l'affaire de tout le monde. Et ça, c'est plus performatif comme discours. Ou les bibliothèques vivantes, comme l'a montré Floriane, qui peuvent avoir un effet comme ça de la parole transforme quelque chose. Ou les GPS anti-stigma, pour faire un peu la promo de ce qui a été construit avec le groupe de travail Stigma du ministère. Donc c'est tout ce qui vise à transformer la norme sociale, en fait, qui associe encore trop souvent, justement, les troubles avec l'incapacité ou le danger. Donc ça, c'est le niveau performatif. Après, quand on passe au transformatif, on va plus s'attaquer aux conséquences de la stigmatisation. Et c'est là qu'on va vers une perception beaucoup plus structurelle et systémique. Et donc, c'est déplacer le problème, en fait, du trouble individuel vers les conditions sociales, économiques et environnementales. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire, ce n'est pas le problème de la personne, ou le problème de la... On ne peut pas demander non plus aux pères aidants, aux personnes concernées, de toutes seules porter la lutte du tabou, quoi. C'est pas possible. Donc c'est bien qu'il faut transformer tout le système. C'est remettre en question aussi les rapports de pouvoir, évidemment. Quelque chose de transformatif, ça remet en question les rapports de pouvoir. C'est d'inclure les personnes concernées, dans la lutte. Voilà, et c'est de réduire les inégalités. Tout ça, ça produit des changements durables. Donc les exemples, on les a. La pérédance en santé mentale, là, on voit bien que c'est éminemment transformatif. C'est transformatif pour les personnes elles-mêmes, c'est transformatif pour les personnes qui sont aidées, c'est transformatif pour le système de soins, pour les professionnels, parce que c'est une expertise, expérience qui devient légitime. Et puis, les rapports de pouvoir liés à ce savoir, ils changent. Du fait d'être dans un service et d'apporter ce savoir-là, ça change les rapports de pouvoir. Les sachants ne sont plus tous du même côté, quoi. Le moratoire de l'UNAFAM contre la contention en psychiatrie, ou la JPJA qui plaide pour l'abolition des pratiques d'isolement et de contention, ça met le projecteur sur ce qu'on ne veut pas voir. Voilà. Et ça pousse les institutions à l'action, au changement des pratiques, au respect des droits. Pareil, on en a parlé ce matin, les politiques locales, villes inclusives en santé mentale, ce qui se passe à Lille, à Lyon, à Bordeaux, etc., dans plein d'endroits. La mise en place de logements accompagnés, dispositifs de médiation, tout ça, ça agit sur les déterminants sociaux. Tout ce qui agit sur les environnements favorables en fait, à la santé mentale, c'est transformatif. Les conseils locaux de santé mentale, ça transforme la place de la folie dans les espaces démocratiques. Et les semaines d'information en santé mentale, c'est aussi un événement qui permet d'être transformatif par tout ce qui propose au niveau du quotidien et au niveau de la proximité. Donc on est plutôt en bonne voie, alors. C'est merveilleux. Mais bon, on voit bien qu'il y a encore du chemin, mais en tout cas, on a des outils et des outils dont il faut, a priori, vraiment se saisir au-delà des mots, mais aussi dans l'action. Floriane, tu nous partageais dans les limites la question de l'impact, en fait, de dire finalement, ça mobilisait beaucoup de monde et ça touchait peut-être pas suffisamment de gens. Alors, du coup, si tu projettes cette idée d'impact sociétal, comment tu imagines que ça pourrait être amplifié ? Comment est-ce qu'on pourrait augmenter les effets? Oui. Je vais juste d'abord, je veux prendre juste le temps de dire merci aux participants de Zest, parce que voilà, c'est grâce à eux que cette action elle est là, et du coup voilà, c'était un message qui me semblait important à transmettre. Pour les perspectives, en tout cas pour amplifier ce type d'action, je pense que ça doit être multiplié sur tout le territoire.
Donc ça, c'est en train de le faire. Il y a quelques années, il n'y avait que quelques bibliothèques vivantes en France. Et maintenant, ça pousse un peu de partout. Donc ça, c'est assez chouette. L'idée, c'est qu'on puisse refaire une quinzaine l'année prochaine et qu'on puisse continuer à former les structures à s'approprier cet outil. Autre élément qui me semble important, c'est de diffuser plus largement les témoignages des personnes concernées. Et à ce titre, je vous invite à diffuser le web documentaire, sans vouloir faire notre propre promotion, mais un petit peu quand même. Relions-nous. Relions-nous. Voilà, l'idée, c'est vraiment que ce web documentaire, actuellement, il y a les témoignages de 11 personnes et il va s'enrichir. Donc là, on en aura une quinzaine d'ici la fin de l'année. On aura aussi des témoignages du Canada, etc. Donc c'est vraiment que ça devienne une plateforme de témoignages majeurs qui aborde tant les questions de stigmatisation, de vécu du diagnostic et de rétablissement. Et l'idée, c'est que cet outil puisse aussi être utilisé, par exemple, pour former des futurs professionnels de santé. Donc on est en train de construire un kit de formation pour pouvoir s'appuyer sur des témoignages pour former des professionnels. En formation initiale, donc. Oui, Ce sera encore notamment. mieux. Ouais, c'est ça. Et pour moi aussi, ces actions de lutte contre la stigmatisation, faut qu'elles investissent d'autres lieux que les lieux de santé mentale, parce qu'on a encore un peu trop tendance à faire nos actions dans des lieux étiquetés santé mentale. Par exemple, se dérouler dans des festivals ou en lien avec l'économie sociale et solidaire. Un peu partout, il y a plein de structures qui sont quand même assez intéressées, en tout cas, pour recevoir ce type d'action clé en main. Donc ça peut être chouette de les proposer un peu partout. Et mon rêve ultime, ce serait de faire une bibliothèque vivante géante, place Bellecour ou à Villeurbanne ou ici, peu importe, où on puisse croiser différentes formes de stigmatisation, de discrimination, et que peu importe l'étiquette qui nous est accolée, que ça puisse être en fonction de notre problématique de santé mentale, de religion, d'orientation sexuelle, etc., qu'on puisse tous parler de la stigmatisation, parce que le processus est le même. Donc voilà, ça serait aussi de croiser finalement les regards autour de notre vécu de préjugés, notre vécu de stigmatisation. Ok. Merci beaucoup pour ces pistes éclairantes. Nicolas, dans la continuité de cet élan un peu d'espoir, on peut s'autoriser un peu tout, les rôles des pères aidants, est-ce que tu aurais une façon de nous le présenter aussi comme un élément pour construire une société plus inclusive, plus solidaire? Comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Déjà, pour sortir d'un certain côté petit soldat, à perdre des points de vie, à être dans le militantisme sacrificiel, je parle un peu de moi, je parle d'autres personnes, bien sûr, c'est intime et partagé, ça serait bien d'être encore plus dans la pérézance, voilà, ou dans l'entraidance. J'ai d'autres barbaries, si vous voulez, mais bon, je ne vais pas toucher à sortir. Intéressant. Non, mais je suis... Ah, j'en fais trop. Non, mais on n'est pas dans un stand-up ici. Je suis désolé. C'est filmé. Non, l'idée, ça serait d'éviter d'être des malades sur pattes, d'être des personnes vues comme rétablies, alors que c'est un chemin en zigzag, dans tous les cas. Pour moi, l'idée, c'est je lève les notes. C'est d'être chacun et peut être tiers, en fait. Il y a des tiers-lieux qui existent, il y a les ateliers partagés, des ateliers de vélo, il y a des jardins partagés, des potagers collectifs, il y a plein de structures d'éducation populaire qui existent, qui pourraient être un peu mieux valorisées, donc je rejoins Floriane à ce sujet. Et l'idée, c'est d'être solidaires ensemble, que les transports soient inclusifs aussi. Pour moi, l'interconnexion, elle n'est pas du tout assurée, mais vraiment pas. Parce que des fois, à 21h, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien. Et il y a trop de centralisme à ce sujet. Donc, il y a 35 000 communes. Pour moi, non seulement les individus ne sont pas reliés ensemble, relions-nous, et en plus, les transports ne sont pas reliés ensemble. Il y a des soucis de gaspillage alimentaire. Il y a plein de problèmes de ce genre. Moi, quand on me dit « Nicolas, t'es dispersé », je dis « Ben non, moi je suis un relieur, je suis un connecteur. » J'essaie d'être... non, je ne vais pas sortir ce mot, j'allais sortir un autre terme qui n'est pas très joli, donc je ne le sortirai pas, mais lubrifiant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de... C'est pas top. D'être un médiateur avec d'autres médiateurs pour avancer ensemble. Donc d'être dans la reliance. Tu parlais de permaculture humaine. Oui, permaculture humaine, oui. Aussi, je pourrais parler de robustesse, aussi. Je pourrais parler de mobilité inclusive, je pourrais parler de... Voilà, qu'il y ait un maximum de tiers-lieux et qu'il y ait un maximum de personnes qui fassent tiers. Et là, on pourra ouvrir les chakras.
Ok. Là, c'est un peu New Age, ça. Bon, elle est partie. On peut Elisabeth. s'autoriser. Merci beaucoup pour Ah ces... oui, pardon, je suis désolé. Mais en fait, avant d'être père aidant, donc j'ai eu une dizaine d'années sans travailler, donc je pars toujours en jeu, je suis sur scène. Donc l'idée, c'est d'éviter d'être dans l'écosystème et dans l'écosystème, dont on traitera plusieurs. Et je fais partie de médias participatifs. Et donc les web radios, les web TV, ces structures-là, ça serait bien de les valoriser pour qu'elles jouent leur rôle, pour éviter que la télé commande en quelque sorte. On parlait de contre-pouvoir et que tout les à l'heure. réseaux soient toujours soucieux. Voilà. Ok. Donc aller chercher aussi ces ressources-là de contre-pouvoir, là où elles sont. Ouais. Ok. Merci beaucoup Nicolas. Marie, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer l'espoir, les ressources concrètes pour les proches, créer une société du lien dont vous nous parliez juste avant? Alors pour les proches, en fait les proches, l'idée c'est que, mais ça personne ne peut le faire à leur place, c'est qu'ils ne restent pas tout seuls. Qu'ils restent pas tout seuls. Mais ça c'est à chacun de le faire. Alors il y a un truc dont j'ai pas du tout parlé, qui est cette histoire de temporalité et de chemin, c'est-à-dire que pour avancer aussi vers cette désautostigmatisation et cette ouverture vers le monde, ça prend du temps, quoi. Il y a des étapes, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que d'être accompagné, c'est super. Et moi, je crois profondément toujours à cette valorisation de l'expérience, parce que le chemin, quand on est père aidant, T ou TE, ou père R ou E, on a expérimenté le mieux-être et on a déjà avancé sur le chemin. Donc en fait, on peut apporter des perspectives aux personnes, on peut les aider à comprendre qu'il existe un mieux-être quelque part. Et en fait, l'expérience est un terreau extraordinaire, parce que je vois que moi, j'ai pas sorti mon outil le plus stigmatisant de la Terre quand même, qui est ma canne blanche. Et justement, moi, je me sers de mon expérience de handicap sensoriel visible pour en parler aussi aux familles et aux personnes concernées. Et je crois qu'il y a aussi un problème sociétal qui n'est pas lié qu'aux troubles psychiques. Mais moi, je suis stigmatisée au quotidien aussi. J'entends des trucs tous les jours. Alors moi, je ne suis pas considérée comme une folle incontrôlable, mais comme une personne fragile et un peu... moi, j'inspire la pitié. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est terrible non plus. Voilà. Et l'espoir, c'est... pour moi, je l'ai cité tout à l'heure, c'est ce mot d'intersectionnalité des causes. Et ça, c'est difficile. Je pense qu'il faut qu'on agisse partout, sur tous les terrains, en même temps. Mais j'ai hyper espoir qu'on va y arriver en tirant les ficelles et justement en faisant des petits nœuds entre ces différentes ficelles. L'image est très jolie. Donc, vous seriez complètement partante pour une bibliothèque vivante, géante, sur toutes les thématiques de discrimination. Oui. Ouais. Oui, parce que franchement, moi, je retrouve plein de trucs dans le rétablissement du handicap sensoriel et le handicap psychique. Moi, j'ai expérimenté quelque chose qui se rapproche du rétablissement, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ok, merci beaucoup. Déborah, tu as la charge de clôturer cette table ronde. Alors, l'idée, effectivement, c'est que tu nous as déjà donné des pistes avec ton début de plan d'action. Promouvoir une psychiatrie fondée sur le respect des droits, la participation active des usagers, il y a des outils. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors effectivement, il y a des outils. Je vais en dire un mot juste après, mais je voulais juste quand même insister sur le fait que
Alors effectivement, on a décrit la complexité du processus, la temporalité. Je pense qu'aussi la façon d'y arriver pour promouvoir cette psychiatrie fondée sur le respect des droits humains et la participation active des usagers, c'est une approche un peu matricielle. C'est multiniveau, c'est multimodal à différents endroits. Multimodal et multiniveau. Et je voulais peut-être d'abord insister sur la responsabilité de la psychiatrie à un niveau systémique. On a parlé de la responsabilité collective. Je pense que la psychiatrie doit accepter de ne pas vouloir faire seule, sortir aussi de ce paradoxe. Il y a eu des débats incroyables sur les distinctions entre santé mentale et psychiatrie. Au final, si l'on considère la santé mentale comme une approche globale, au sein de laquelle fait partie aussi des actions de lutte contre la stigmatisation, eh bien c'est à un niveau systémique. Accepter que la psychiatrie ne fasse plus seule. Donc, je parlais du décloisonnement et du partenariat à cet endroit. Et je crois qu'il y a quand même quelque chose à dire, en tout cas sur lequel je voulais insister, c'est que il faut que la psychiatrie sorte de la logique de protection et de contrôle qui lui est assignée. Je crois que c'est quand même important qu'on se le dise, parce qu'il y aura la volonté de toutes les personnes convaincues ici. Et puis, il y a les balises et les points de vigilance sur le plan politique qu'il faut que l'on maintienne quand même, parce qu'on peut déployer des outils, on peut agir dans tous les espaces que l'on vient de décrire là. Mais effectivement, c'est une responsabilité collective, c'est une responsabilité sociétale et c'est une responsabilité politique absolument majeure. Si on veut que la psychiatrie soit un levier, si elle le souhaite, et je crois qu'elle le souhaite de plus en plus, si elle souhaite vraiment être un levier de rétablissement, de dignité et de pleine citoyenneté. Je voulais notamment à ce titre-là citer un texte qui a été passé un peu sous silence, qu'on n'a pas bien vu passer cet été, qui donne... C'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que c'est quand même important quand on parle des points de vigilance à avoir sur les décisions politiques et les balises, etc. Les ARS ont été mises récemment sous l'autorité des préfets. Quand je parle du fait que la psychiatrie doit lutter contre la tâche de régulation d'ordre social qui lui est attribuée et de quitter ces logiques de contrôle pour aller vers une logique d'inclusion et de partenariat, parce que ça fera éminemment partie du travail de lutte contre la stigmatisation qui sera celui de la psychiatrie. Je pense que pour la promouvoir, cette psychiatrie-là, il faut quand même agir à un niveau systémique. C'est absolument majeur et c'est parce qu'on sera vigilant à cet endroit qu'on arrivera à décliner les outils qui sont maintenant bien connus, qui ont été documentés par la littérature et qui sont cette porte d'entrée on va dire organisationnelle au niveau des pratiques de soins. Alors on peut en citer quelques-uns. Il y a notamment le programme Quality Rights de l'OMS, qui est un programme d'évaluation du respect de la qualité des droits dans les services de soins. C'est une démarche qui est volontaire par des établissements qui veulent engager un changement institutionnel, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ils peuvent se situer avant une certification HAS, après une certification HAS. Peu importe, le fait est, c'est qu'ils ont envie d'engager un changement institutionnel. C'est un outil que le CCOMS déploie et dont il a la charge du déploiement en France et en francophonie depuis un certain nombre d'années. Il y a l'émergence des nouveaux métiers avec la pérédance, on en a beaucoup parlé. Il y a la mise en place des directives anticipées en psychiatrie dans les services. Et puis, il y a bien sûr un point absolument majeur qui est la participation active, effective des personnes concernées dans les services de soins. Je pense qu'il faut aussi dire les choses, c'est qu'une psychiatrie fondée sur le respect des droits, et je pense que tout le monde l'a observé, je pense que les médiateurs de santé pairs l'observent aussi, quand il y a dans des synthèses cliniques, dans les environnements de soins, dans les institutions, des personnes concernées directement, indirectement par les problèmes de santé mentale, ce qu'il se dit, la façon dont on lutte collectivement contre la stigmatisation s'opère pour le coup dans un temps court, c'est immédiat. C'est immédiat. Les échanges ne sont pas les mêmes, les discussions ne sont pas les mêmes, les mots choisis ne sont pas les mêmes, le ton avec lequel on le dit, tout change. Donc ça, c'est aussi des choses extrêmement probantes pour lesquelles on peut essayer d'agir, d'être à jour, lapsus, et pour lequel, par contre, il faut se donner les moyens de pouvoir structurer cette prise de parole. Parce qu'on parle beaucoup de la participation des personnes, mais on a assez peu parlé des moyens qu'on pouvait mobiliser pour le faire. Et c'est vrai que je pense qu'il est à la responsabilité, une fois encore collective, et de chacune des institutions de se donner les moyens
de structurer cette participation-là. On a des questions d'ordre technique qui sont très importantes sur la façon dont on soutient la représentativité, comment les institutions aident à la structuration, à la prise de parole, rémunérer, indemniser, défrayer, etc. Et donc ça, c'est également des points d'action qu'il faudra noter dans le plan d'action, mais dont tu as la charge, et qu'il faudra vraiment notifier. Et peut-être le dernier point que je voulais dire, c'est effectivement cette interaction, au final, que l'on a entre le système de soins porté par le sanitaire et le système de santé porté par la société. Je pense qu'on a un point d'équilibre à trouver entre, et c'est là, Maëva parlait de santé mentale publique ce matin, mais je crois que c'est peut-être là-dessus que je souhaitais finir, c'est l'idée qu'on trouve un équilibre ensemble, membres de la société dans laquelle on s'inscrit et professionnels du champ de la santé mentale, pour trouver un point d'équilibre entre les efforts organisés de la société qui vont permettre de limiter l'émergence des besoins de soins et de faire en sorte d'agir prioritairement le plus rapidement possible maintenant pour offrir une psychiatrie ouverte, respectueuse des droits humains et qui sera capable d'accueillir les besoins de soins de la manière la plus respectueuse de la dignité et de la citoyenneté des personnes. Voilà, c'est un point d'équilibre à trouver. Super. Je trouve ça assez fort qu'on termine cette table ronde sur cette touche-là et qu'on termine sur cette table ronde sur la question de comment on questionne le soin aussi dans notre société. Merci beaucoup à chacun et chacune de vous pour ces partages, ces réflexions qui, on l'espère, du coup, sont aussi porteurs d'espoir, hein, parce qu'il se passe des choses et on a des outils et on a aussi des initiatives inspirantes et en fait, il n'y a plus qu'à.